scooter avec lequel son complice a pris la fuite. Quelques instants auparavant, les deux hommes âgés d'une vingtaine d'années avaient braqué une petite bijouterie du centre de la ville. Avant l'ouverture du magasin et sous la menace de leurs armes, ils ont contraint le commerçant à ouvrir son coffre. Dès que les malfaiteurs ont pris la fuite, le bijoutier s'est emparé de son arme, il est sorti, s'est agenouillé et a visé. Les témoins affirment avoir entendu un échange de coups de feu, 3 ou 4 détonations. Stéphane Turc, le bijoutier, est fatigué par ses 48 heures de garde à vue, les coups qu'il a reçus lors du braquage et bien sûr, le drame, la mort de son jeune agresseur. Je voudrais l'oublier, je dis rien. Des voyous armés, agressifs, ils m'attaquaient. Je regrette, il est mort, je suis regretté. Le bijoutier qui a tué un braqueur à Nice mercredi vient de quitter le palais de justice, Alice. Oui, une information judiciaire a été ouverte. Le bijoutier qui a par ailleurs été assigné à résidence avec surveillance électronique. Le procureur n'a donc pas... Quand je me trouve agressé, violé, avec canon pointé en moi, il m'a attaqué. Thomas Soto, vous recevez Guy Birenbaum pour parler de la page de soutien aux bijoutiers niçois qui a fait polémique depuis plusieurs jours. Cette page sortie de nulle part sur Facebook et qui aurait déjà recueilli, alors je regarde le chiffre à l'instant, 1 543 860 soutiens. Alors on va pas faire le procès du bijoutier, ça c'est la justice qui s'en chargera, mais on va juste essayer de comprendre cet emballement autour de cette page. Bonjour Guy Birenbaum. Bonjour. Je dis aurait recueilli parce qu'il y a beaucoup de zones d'ombre et en tout cas beaucoup de questions à se poser autour de cette page de soutien. Pour commencer, est-ce qu'il y a un moyen simple et sûr de savoir qui est derrière cette page ? Bon, pour le moment, on ne sait pas, c'est pas évident. Il y a un certain nombre d'années, mais oui, l'affaire du bijoutier, j'étais très jeune, ce n'était pas moi l'avocat principal, j'étais l'un des avocats. Première affaire nationale, en 2013. C'était l'une des premières affaires qui a déclenché, qui a montré la puissance du numérique et des réseaux sociaux. Et c'est là d'ailleurs que j'ai commencé à développer véritablement mes stratégies. J'étais très discret puisque j'étais pas l'avocat principal, mais j'étais l'un des avocats. On peut exister pas que dans la presse classique, pas que dans les journaux, pas qu'à la télévision. Ce qui peut être dit dans les réseaux sociaux, et à l'époque c'était Facebook, il n'y avait pas Instagram, etc. Ça pouvait avoir un impact extrêmement important. Et donc ça pouvait aussi nous servir à la défense. Et d'ailleurs ça nous avait servi. En tout cas c'est une affaire qui m'avait fait connaître indirectement. Oui, bien sûr. On a vu mon nom, malgré mon jeune âge, dans une affaire d'envergure très clairement nationale, dans la presse nationale, de partout. Oui, ça c'est l'une des affaires marquantes, l'une des premières affaires marquantes que j'ai eues. Oui, c'est clairement. Ensuite, il a fallu attendre quelques années. Donc ensuite, j'ai défendu beaucoup de personnes du grand banditisme. Là aussi, je me suis fait une notoriété dans la procédure pénale, dans les vices de procédure. Et donc, j'ai été désigné, en effet, par ce qu'on appelle ou ce qu'on appelait les héritiers de la brise de mer. Oui. Alors oui, en effet, c'est un tournant dans ma carrière, puisque je me suis retrouvé donc à défendre, à me retrouver donc dans un dossier d'envergure quand même nationale. Il passe la nuit en prison à Fresnes. Jean-Luc Germany y a été transféré ce soir au lendemain de son arrestation dans le quartier de la Défense. Ce parrain corse, héritier du gang de la brise de mer, a quitté le siège de la police judiciaire, le 36 quai des Orfèvres. Une scène à laquelle vous avez pu assister, Jean-Michel de Cugis, et c'est une exclusivité pour iTélé. Vous avez pu voir et filmer le visage de cet homme méconnaissable.
Oui, alors il est 21h, on est devant le siège du 36 quai des Orfèvres, qui est le siège de la PJ parisienne. Donc Jean-Luc Germany, qui est l'homme le plus recherché de France, qui était l'homme le plus recherché de France, va sortir, escorté par une douzaine de policiers de la BRI, qui est la brigade de recherche et d'intervention. C'est eux qui ont fait, là on voit le Carmback, qui est le véhicule blindé de la BRI. Les moyens policiers sont à la hauteur de la dangerosité du personnage. On voit ces policiers là qui sont armés jusqu'aux dents. Et donc c'est la BRI qui a fait la BRI, l'initiative, la brigade de recherche et d'intervention, ce que j'ai dit, qui a l'initiative de l'arrestation de ce personnage, de cette figure du milieu corse, et qui là va le mener jusqu'à sa prison. Alors il faut savoir que c'est quelqu'un qui est réputé pour être très dangereux, quelqu'un aussi décrit comme très courageux, très intelligent, et qui avait mis la main sur la Corse, qui est à la tête d'énormément d'établissements, de jeux, de boîtes de nuit, etc. Alors là, il se cachait et on le voit se relever. Et il a été arrêté dans les rues de Nanterre hier par la brigade de recherche et d'intervention, et ce n'était pas un hasard puisqu'elle le pistait depuis plusieurs mois. Ça a été dans l'histoire le gang le plus puissant. C'était l'équivalent de la mafia en Sicile. La brise de mer, elle va apporter une violence brutale, impitoyable. Quand ils vont sur un mec, le mec il est mort, il n'y a pas de blessés. 30 ans de règne sur le grand banditisme français. 30 ans de pouvoir en toute impunité. Des liens très forts entre certains voyous corses et certains élus. Disons que les gens, ils ont peur de parler. Mafia Made in Corse, une histoire interdite. Et Moude, tu te tais, tu parles pas. Omerta, nouvelle série. Connaître des avocats d'envergure nationale, et j'ai eu la chance absolue d'avoir été durant quelques mois ou plutôt quelques années de Jean-Yves Liénard, qui était un très très grand avocat français. Parmi les ténors français, il est extrêmement connu, voilà. Et donc j'ai eu la chance d'avoir plaidé à ses côtés dans ce dossier-là, donc pour défendre Monsieur Jean-Luc Germany. Et après, c'est vrai que j'entretenais des relations très étroites avec Jean-Yves Liénard, qui m'a énormément conseillé, qui croyait en moi, et qui me disait qu'il fallait que je continue, qu'il fallait que je poursuive mon chemin et que j'allais sans doute pouvoir monter un beau cabinet. Aujourd'hui, il est malheureusement décédé, mais c'est vrai que c'est un tournant dans ma carrière parce que c'est à cette période-là que j'ai connu les grands avocats. C'est là que je me suis fait connaître aussi d'eux. C'est là qu'ils ont pu apprécier ou pas mes qualités ou mes défauts. En tout cas, Jean-Yves Liénard appréciait mes qualités, et moi j'appréciais évidemment les siennes. C'est un très très grand avocat. Donc j'ai énormément appris à ses côtés, bien sûr. Bien sûr.
affaire dite Dicranian. Donc on est en 2016. Moi, je ne défends pas M. Dicranian. Je défends une autre personne qui est impliquée dans cette affaire, qui serait l'un de ses bras droits, enfin peu importe. Et a déclenché l'artillerie lourde, si je puis dire. C'est-à-dire que je déclenche véritablement toute une très grosse stratégie procédurale, pour le coup, et je me mets à expliquer, notamment aux médias, que je vais faire sauter la procédure, parce que j'estime que la procédure est totalement irrégulière et viciée. De la saisie de drogue record au flop judiciaire ? Des avocats ont déposé une requête en nullité. La saisie avait été exceptionnelle. Le 30 septembre, à Nice-Nord, la police mettait la main sur 600 kg de stupéfiants et arrêtait un baron de la drogue et 10 de ses complices. 2 mois plus tard, alors que la tête pensante du réseau, Christophe D., a été mis en examen et incarcéré, un avocat dénonce l'irrégularité de la procédure judiciaire. Le juge d'instruction a été saisi pour trafic sans autre détail, explique l'avocat de l'un des prévenus, maître Jean-Denis Flory. Or, on doit être mis en examen pour des faits précis, comme trafic de cannabis ou de cocaïne. Les autres avocats aussi. Si la nullité est accordée, cela peut entraîner des mises en liberté, assure l'avocat, qui s'est fait de ce type de vice de forme une spécialité. Il affirme avoir libéré 12 personnes en 5 mois grâce à cette procédure. Alors, cette dernière demande peut-elle conduire au flop judiciaire ? Alors on me prend au sérieux. Pourquoi ? Parce que j'ai ces antécédents, parce que la presse et certains journalistes savent et obtiennent des informations de confrères ou de magistrats, de juges, qui leur disent oui, il a peut-être raison, peut-être que ça va sauter. Et puis en plus, cet avocat a déjà obtenu des mises en liberté à plusieurs reprises cette année. Et d'ailleurs, ça a été repris dans beaucoup d'articles de presse. C'est là que j'ai commencé à vraiment avoir vraiment des articles mentionnant que j'avais libéré une dizaine de personnes, une vingtaine de personnes, même plus, suite à des vices de procédure. Donc je suis pris au sérieux. Cette affaire, alors je soulève le vice de procédure. Au début, je ne l'obtiens pas, mais ensuite je mets en place avec mes confrères dans cette affaire qui ont été absolument extraordinaires, parce qu'on était extrêmement solidaires. C'est rare d'ailleurs de voir à un point pareil des avocats aussi solidaires dans une affaire. Donc moi, je le dis très honnêtement, bien sûr que j'ai développé toute cette stratégie procédurale et ces vices de procédure, mais on a travaillé aussi ensemble de manière très solidaire. Et donc ensuite, la stratégie procédurale mise en œuvre a permis d'aboutir à une mise en liberté de la totalité des personnes dans ce dossier. Donc dans l'affaire Dicranian, ça fait les gros titres des journaux. Et là, au niveau de la presse, clairement nationale, hein, donc là, mon nom est clairement sorti. Voilà, donc là, j'ai eu de multiples entretiens, de multiples articles de presse. Et j'ai eu d'ailleurs mon premier gros papier, donc, notamment avec le journaliste du Figaro, qui avait fait un article très intéressant et sur toute une page.
tournant. C'est l'aboutissement de multiples résultats obtenus, de beaucoup de travail, de beaucoup de clients défendus. C'est pas arrivé comme ça, hein, tel un cheveu sur la soupe. J'ai mis un certain nombre d'années, mais c'est vrai que là, comme le disait d'ailleurs le journaliste du Figaro, il me disait oui, mais c'est un peu, là c'est l'aboutissement. Un reportage sur France 3, on m'a cité souvent comme étant l'avocat dur et les stratégies procédurales et ce genre de choses. Voilà. Donc là, oui, c'est un tournant, clairement. C'est un tournant, bien sûr. La notoriété grandissante, on va dire, au niveau de la procédure, je me mets à voir le profil de mes clients qui évolue. Je me mets à avoir des clients de plus en plus intellectuels, je suis tenté de vous dire. Vous voyez. Non, mais oui, c'est-à-dire que je me retrouve avec des hommes d'affaires, des gens qui disent je vais prendre l'avocat qui trouve les vices de procédure, l'avocat qui va trouver la stratégie. Un orateur, je suis un avocat pénaliste, bien sûr, mais pas que. On m'imagine souvent en train de trouver les stratégies, déceler les vices de procédure, trouver les failles juridiques dans le dossier, et ensuite les plaider avec force s'il le faut, puisque je suis un orateur, je suis un avocat pénaliste. Mais bon, et ça plaît énormément au monde des affaires, bien sûr. Donc je me suis retrouvé d'abord à être désigné dans l'une des affaires dites SwissLeaks. HSBC a-t-il, via sa filiale suisse, encouragé l'évasion fiscale de dizaines de milliers de clients? C'est en tout cas la conviction des journalistes du quotidien Le Monde et de 60 autres médias internationaux qui s'appuient sur des informations précises. En effet, entre le 9 novembre 2006 et le 31 mars 2007, plus de 180 milliards d'euros auraient transité par Genève. L'argent de 100 000 clients, souvent directement encouragés par la banque elle-même, a placé leurs économies en Suisse. Économies qui prenaient ensuite la direction de paradis fiscaux, comme le Panama ou les îles Vierges britanniques, pour échapper à l'impôt européen. Parmi ces 100 000 clients figurent au moins 3 000 Français, pour un montant total de 5,7 milliards d'euros dissimulés. Des clients souvent célèbres sont cités. L'humoriste Gad Elmaleh, le footballeur Christophe Dugarry, le chanteur Philippe Laville, ou encore le roi marocain Mohamed VI ou l'acteur américain John Malkovich. Pour Fabrice Lhomme, journaliste d'investigation au Monde, cette évasion fiscale à grande échelle concerne aussi des profils plus atypiques. On n'a pas trouvé seulement des vedettes people. Ce qui est plus intéressant et plus inquiétant, c'est que vous avez des narcotrafiquants, vous avez des financiers d'Al-Qaïda, vous avez des criminels ou des mafieux qui ont mis leur argent là-bas pour le blanchir. Et ça, c'est évidemment choquant. Les listings analysés par les journalistes portent sur des données volées à la fin 2008 par Hervé Falciani, ancien employé de la banque HSBC. L'informaticien français avait alors remis ses listings au fisc, mais quelques noms seulement avaient fuité. Alors SwissLeaks, c'était un séisme bancaire, c'est-à-dire que c'est la banque HSBC qui avait des comptes numérotés et plusieurs milliards d'euros en Suisse. Cette affaire était extrêmement connue à l'époque. C'était carrément, à l'époque, c'est le président de la République, Hollande, qui avait, on appelait ça les rapatriés de Suisse, et qui avait d'ailleurs permis à certaines personnes de s'auto-dénoncer, de se déclarer, de régulariser leur situation. Toutes ces personnes qui avaient potentiellement fraudé le fisc avec ce compte numéroté par l'intermédiaire de la banque HSBC. Donc ça concerne des milliers. C'était vraiment, voilà. Puis en plus, il y a toute une histoire. C'est une affaire passionnante, bien sûr. Ça vient, alors, on dit que ça vient peut-être de la DGSE au départ. Ensuite, bon, je peux pas donner certains détails de mon dossier. C'est impossible. Et puis c'est le secret professionnel. Voilà. Mais oui, c'est un film. Hein. Je suis tenté de vous dire, c'est un film. Donc là, j'ai défendu une cliente monégasque dont le nom, dont je ne divulguerai jamais le nom, puisque en plus j'ai réussi à ne pas faire paraître son nom dans la presse, et surtout j'ai gagné. Donc j'ai obtenu la relaxe de cette cliente, qui était une femme très brillante et très sympathique, dans cette affaire dite SwissLeaks, donc une femme d'affaires évidemment, mais voilà, j'ai obtenu la relaxe. C'était une affaire passionnante.
suivi la défense de certains dossiers liés à cette affaire dite SwissLeaks. D'autres personnes impliquées, et là, je ne peux pas en dire plus, parce que par chance, la presse n'a plus suivi depuis. Tant mieux pour mes clients, parce que comme ça, au moins, ils ne sont pas cités à nouveau, ou cités tout simplement dans la presse. Donc voilà. Et l'affaire SwissLeaks, oui, c'était une affaire passionnante. Il y a eu des bouquins qui sont sortis dessus, avec M. Falciani, lanceur d'alerte. Enfin, oui. Et puis c'était, intellectuellement parlant, c'était passionnant. Bien sûr que c'était passionnant. Alors, l'affaire du Levothyrox, j'ai été désigné il y a quelques années maintenant. Vous parlez de stratégie procédurale, de stratégie de défense. Oui, j'ai fait parler de moi parce que, en effet, j'y suis allé un peu fort, hein, puisque je voyais que le dossier n'avançait pas. Donc, je me suis dit, bon, ben, on va taper un peu fort, d'un point de vue procédural, d'un point de vue stratégique. Et donc, je me suis dit, je vais demander, par des systèmes juridiques, grâce aux dispositions du Code de procédure pénale, je vais demander l'audition de la ministre de la Santé en fonction de l'époque. C'était Madame Buzyn, pour ne pas la nommer. Je me suis dit, bon, il va falloir demander les auditions, demander pas que de la ministre d'ailleurs, mais des personnes dépendant directement de ce qu'on appelle l'autorité, on va dire l'autorité de santé, la NSM, etc., pour que le dossier bouge. Vidéo. Nice, un avocat de victime du Levothyrox demande l'audition d'Agnès Buzyn. Maître Jean-Denis Flory veut que le juge d'instruction interroge la ministre de la Santé. Il défend 200 personnes victimes du Levothyrox. L'avocat niçois Jean-Denis Flory a fait une demande au juge d'instruction du pôle santé de Marseille. Il souhaite que la ministre de la Santé Agnès Buzyn soit entendue. Le juge enquête pour homicide involontaire, tromperie aggravée, blessure involontaire et mise en danger d'autrui. C'est un changement de formule en avril 2017, non communiqué aux patients, qui a déclenché des effets secondaires. Et les plaintes. Mais les ressentis sont parfois attribués à un effet, nocebo, qui aurait une cause psychologique. Indépendance. Dans les colonnes du quotidien local, l'avocat s'interroge entre autres sur le sérieux et l'indépendance de l'ANSM, Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Le Conseil s'appuie sur une nouvelle étude qui affirme que le Levothyrox peut provoquer des effets secondaires indésirables. Et d'ailleurs, force est de constater que alors il n'y a pas que mon intervention qui a fait que le dossier a finalement commencé à bouger, mais entre autres, puisqu'on est plusieurs avocats, mais entre autres, c'est vrai que bon, là on m'a vu, hein, c'est le cas de le dire, puisque c'est un dossier qui est extrêmement complexe, qui a de très très grands enjeux parce que les victimes sont de vraies victimes. Au départ, moi, quand j'ai accepté la défense des victimes, parce que là, pour le coup, je défends les victimes, on me disait, ouais, tu défends des folles, des fous, des illuminés.
Aujourd'hui, quelques années après, force est de constater que le travail a porté ses fruits. Nos travaux, pas que moi, il y a aussi mes clients qui ont contribué à ce résultat. Alors pour l'instant, rien n'est définitif. Puis en plus, je ne vais pas non plus donner trop de détails sur cette affaire qui est en cours, mais il ne faut pas oublier quand même que, enfin, je le dis avec une certaine fierté, on a quand même, grâce à la défense, grâce au travail, grâce aux stratégies procédurales, on a obtenu ce qui était soi-disant impossible. On a obtenu la mise en examen du laboratoire Merck, qui est un des laboratoires les plus connus au monde. Et ensuite, on a aussi et surtout obtenu la mise en examen de l'ANSM, c'est-à-dire que de l'administration française dépendant directement, étant placée sous la tutelle du ministre de la Santé. Voilà. Donc ils sont actuellement mis en examen, inquiétés dans une procédure. C'est sa mise en examen pour tromperie dans l'affaire du Levothyrox, ce médicament indiqué pour les malades de la thyroïde. Il est au cœur d'une bataille judiciaire depuis la modification. De 5 ans qui n'est pas près de se refermer. La filière France du laboratoire pharmaceutique allemand Merck a annoncé ce mercredi sa propre mise en examen pour tromperie aggravée dans le cadre d'une procédure pénale. Je vous laisse imaginer l'envergure, la tension même qui peut exister parfois dans ce dossier. On marche sur des œufs, on rigole pas là, hein, c'est un peu les hautes sphères quand même, hein, je crois que je peux le dire, hein, c'est les hautes sphères. Voilà. Et au niveau de la complexité, je crois que c'est difficile de faire plus complexe. Hein. Surtout que je gère plusieurs centaines donc j'ai des collectifs, mais j'ai surtout des personnes qui travaillent de manière bénévole d'ailleurs, qui ont une association et qui regroupent des victimes, comme beaucoup de mes confrères qui défendent des associations ou une association regroupant des centaines, voire des milliers de victimes. Moi c'est pareil, ce sont des femmes pour le coup qui de manière bénévole se battent parce qu'elles sont elles-mêmes victimes. Et elles ont vécu l'enfer, il faut dire les choses franchement, parce qu'avec ce changement de formule du Levothyrox, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ils ont vécu vraiment l'enfer. Et c'est un combat juridique et humain qui est extrêmement dense et extrêmement complexe, oui. C'est une très très grosse affaire parce que le Levothyrox est pris par plusieurs millions de personnes en France, et puis c'est là pour le coup, c'est pas que français, c'est européen et c'est même mondial là aussi. Donc c'est une affaire évidemment d'une extrême importance, d'une très grosse envergure. On ne peut pas le nier. Oui, bien sûr.
et petit-fils de l'écrivain Gérard de Villiers. Lui aussi se dit berné par son employeur, un financier peu scrupuleux. Il n'allait pas mettre en avant son nom, salir éventuellement la réputation de sa famille. Donc il n'y avait aucun intérêt pour lui de se retrouver au milieu d'un dossier pareil s'il avait su qu'il s'agissait d'une escroquerie. Tout le monde se pose en victime, alors que vous êtes bien du côté des prévenus, rappelle la procureure. Pas dupe de ce système pyramidal dit de Ponzi. Les capitaux des derniers clients payent les intérêts des premiers investisseurs. Un miroir aux alouettes mis au jour en 2013 lors d'un contrôle de l'autorité des marchés financiers dans cette entreprise. L'affaire Excellium, là, c'est vraiment un tournant aussi dans ma carrière. Pourquoi ? Parce que ça représente une affaire dite de droit pénal des affaires d'une très grosse envergure. Je pense que c'est difficilement contestable. Je me suis retrouvé à défendre donc le petit-fils de quelqu'un d'extrêmement connu, un trader. Alors c'est un trader extrêmement réputé, connu, avec un nom de famille extrêmement connu. Et je me suis retrouvé à le défendre dans une affaire absolument incroyable. C'est-à-dire que je me suis retrouvé dans une salle d'audience avec en face de moi des parties civiles, des victimes, donc au nombre de 540. 540 victimes en face. Moi, je défendais donc l'accusé, le prévenu, on dit. 540 victimes en face, en matière dans des dossiers extrêmement complexes, avec des mouvements d'argent au niveau mondial, parce que ça concerne la finance, la haute finance, le trading. Je vous laisse imaginer la complexité quand même de l'affaire. Et donc 540 victimes avec des avocats, pas des moindres, ils ne sont pas pris les derniers des idiots, les victimes qui ont placé parfois des sommes extrêmement importantes, notamment c'est toute la France, des Monégasques et même ailleurs, mais je veux dire, c'est une affaire extrêmement dense, extrêmement complexe, et là vraiment, je me suis investi à 150%. Voilà, alors là, au niveau de la stratégie procédurale, stratégie juridique, stratégie oratoire, parce que là, il faut aussi évidemment des qualités oratoires, le procès durait une quinzaine de jours. Il y a comme des sortes de gradins derrière moi, des avocats de partout, et puis il y avait aussi énormément de clients, et d'amis des clients, et le monde de la haute finance qui était présent. Alors j'ai réussi à 90% à obtenir quand même une peine, il me semble, plutôt sympathique par rapport à ce qui était demandé par le procureur. En plus, la procureure connaissait le dossier sur le bout des doigts, posait des questions de manière quasi systématique sur des moindres détails. Je suis très réactif avec mon client. Non, c'était une des affaires les plus complexes que j'ai pu faire, et on a obtenu un excellent résultat, c'est le cas de le dire. On a obtenu quasiment tout ce qu'on avait soulevé. On n'a pas eu une relaxe claire, nette et précise, parce que malheureusement, certains détails du dossier ne nous le permettaient peut-être pas, mais on est passé de 6 années de prison à une peine aménageable d'1 année, parce que mon client a peut-être fait certaines choses qu'il n'aurait pas dû, mais de là à être condamné à 6 années de prison comme étant un escroc, non. On n'a pas obtenu du tout cette décision-là, et donc on a obtenu clairement gain de cause. Voilà, il faut dire les choses très honnêtement. On a un peu lavé quand même l'honneur de mon client, on l'a quasiment lavé. Voilà, donc c'est une affaire extrêmement complexe, sans doute la plus complexe, et puis donc bien sûr, ça m'a servi, je ne suis pas là pour le nier, parce que il y avait tout le monde de la finance qui était là, les amis, les ennemis, tout le gratin de la finance et de la haute vie, soit directement, soit indirectement, par intermédiaire des journaux, cette affaire. Et quand, oui, bien sûr, moi, en termes de notoriété, j'ai évidemment connaître dans ce milieu-là aussi. Donc ça m'a apporté aussi beaucoup de personnes dans le monde financier, des PDG, etc., qui ensuite m'ont désigné, alors pas forcément pour des affaires financières, parce qu'ils sont accusés d'agression sexuelle ou même de viol, ce genre de choses, mais oui, ça m'a fait connaître très clairement dans le milieu des affaires. Oui. Ça, c'est un tournant important de... J'ai 17 ans. Et ça, là, c'est ma génération. La génération Z. La technologie nous offre des possibilités infinies. Et qu'est-ce qu'on en fait ? Des face swaps.
Franchement, qu'est-ce qui te fait croire que toi, tu vas réussir mieux que les autres? Tous les gens qui ont réussi étaient des nerds avant. Nerd aujourd'hui, big boss demain. Et c'est quoi le plan? Comment vendre de la drogue sur Internet? Boum. Alors ça, c'est l'idée la plus criminelle que t'aies jamais eue. Il paraît qu'il faut vendre de l'ecstasy. Acheter de l'ecstasy. Si on se lance et que ça marche, on pourra faire tout ce qu'on veut. Première règle du shop, il est interdit de parler du shop. Fight Club. Jamais vu. Bon, combien t'en veux? Tout le stock. 21 commandes en 3 jours. Ça te dirait qu'on aille faire un peu la fête ce soir? Ça y est, il est là le bon moment. Tu veux quoi? Lui casser la gueule? Oh, c'est pas exclu. D'accord, alors tu peux entrer. J'ai pas donné le reste de l'argent au dealer. Il est où le fric? Je vous donnerai bientôt le fric, promis. Mauvaise réponse. Je vous le donne tout de suite. Oh, pardon. C'était la bonne réponse. Ah, si, c'est bien ce qui s'est passé. Alors, ça, oui, c'est une série Netflix, une affaire. Alors, pour le coup, c'est complètement incroyable, qui est lié à qui est très étroitement lié à cette série. C'est une affaire qui est en cours d'ailleurs. Je crois que le procès va avoir lieu en 2024. Pour l'instant, là aussi, j'ai réussi à sauvegarder, préserver l'identité de mon client. C'est une histoire absolument incroyable. C'est en effet le fils de parfait, de bonne famille, parents médecins, enfin peu importe, les frères en médecine, faisant des études, etc. Et lui, qui est pas du tout un voyou, qui n'a strictement aucune connaissance dans le milieu de la délinquance, et encore moins dans le milieu de la haute délinquance. Et donc ce jeune que je défends, donc qui est majeur, à la différence de cette série, moi mon client est majeur, décide, grâce à ses compétences incroyables en matière informatique, de se connecter sur le darknet et de commencer à dealer. Et puis progressivement, très rapidement, il se met à gagner des fortunes parce qu'il se met à dealer dans les beaux quartiers, dans les très beaux quartiers auprès de ses petits copains, ses voisins, etc. Puis ça prend une telle ampleur qu'il se met à dealer, il parvient, c'est assez incroyable, grâce au darknet et grâce à ses compétences informatiques, à faire venir des milliers et des milliers de cachets, d'ecstasy, des kilos et des kilos de cocaïne pure, on peut le dire ainsi, de très bonne qualité en tout cas, et a donc gagné des sommes absolument incroyables. Et à la fin, il se fait interpeller alors qu'il détient des kilos et des kilos de cocaïne, des kilos et des kilos d'ecstasy et autres drogues, et des centaines de milliers d'euros. C'est-à-dire que mon client, très jeune, avait réussi à gagner très rapidement quasiment 1 million d'euros. C'est marqué dans la presse. Alors je sais que ça fait l'objet de multiples articles, on l'a vu, de multiples articles dans la presse nationale. Pour l'instant, j'ai réussi à le libérer. Il a fait un an de détention provisoire. Il a un très bon profil, là aussi avec des stratégies, je me répète, mais des stratégies procédurales et des plaidoiries un peu osées d'ailleurs. Bon, peu importe. L'affaire est en cours, donc je ne peux pas trop en dire, mais en tout cas, il est libre. Oui. J'ai réussi à le libérer. On est dans l'attente du procès. Et c'est de la fiction à la réalité, ou de la réalité à la fiction. Je pense que, ouais, c'est une affaire...
projets, j'en ai plusieurs, mais j'en ai un qui est en préparation depuis un bon moment, et j'espère véritablement sortir cet immense projet j'espère le plus tôt possible. Et c'est un immense projet, c'est-à-dire que j'aimerais, et je suis potentiellement donc en train de monter ce que j'appelle une maison d'édition juridique. Alors attention, une maison d'édition juridique exclusivement numérique, justement. Voilà, on a le droit de le faire, c'est une avancée pour notre profession, en mode start-up. Je trouve ça intéressant. Et j'aimerais justement profiter de cette possibilité qu'on a, nous les avocats, les professionnels du monde juridique et judiciaire, de monter des start-up. Et moi, cette start-up, cette société exclusivement numérique, dont je serai l'un des fondateurs, enfin le créateur même, je peux le dire ainsi, mon objectif est clairement je ne vais pas vous dire de révolutionner, ce serait complètement absurde et très 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 prétentieux de ma part, mais en tout cas d'innover très clairement la lecture juridique, notamment pour les étudiants, mais aussi et surtout pour les professionnels, pour mes confrères, en étant aidé, assisté d'autres professionnels, bien sûr. Je ne vais pas pouvoir tout rédiger, je ne vais pas pouvoir tout créer, je vais le faire pour ma spécialité, pour la matière pénale et la matière de la procédure pénale. Et je serai certainement aidé d'ailleurs d'excellents confrères, voire de professeurs de droit, je l'espère, ou de magistrats aussi, pourquoi pas. Je pense qu'on peut, toutes les professions, collaborer justement, et j'espère qu'ils accepteront de collaborer à mon projet, à cette maison d'édition juridique exclusivement numérique et à ce nouveau format. Alors j'en dis pas plus, je garde le secret, la manière de lire le droit. Voilà, peut-être qu'on le lira différemment. J'espère apporter une évolution là-dessus, une simplicité, que ce soit bien adapté aux professionnels, aux étudiants, et pour qu'ils puissent trouver rapidement et de manière très claire et nette les réponses à leurs questions juridiques. Voilà. Donc c'est un très très gros projet qui me tient à cœur, et j'espère pouvoir apporter ma pierre à l'édifice, on va dire les choses comme ça. Permettre, je l'espère, sans aucune prétention, avec les gens qui m'aideront, bien sûr, permettre une évolution de mon domaine, le monde de la justice, le monde de la justice pénale notamment. Voilà. J'espère apporter quelque chose. Ça fait partie de mes grands projets.